Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit, consacrée aujourd'hui à un esprit extrêmement polémique, amoureux du pamphlet, amoureux de la cape et de l'épée, si j'ose dire. Jean Caux, connu essentiellement pour être ou avoir été le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Je rappelle que Jean Caux est né en 1925 dans un petit village de l'Aude, non loin de Carcassonne et de Castelnaudary, dans un milieu social paysan, de paysans pauvres, et qu'il a connu, au moins d'un point de vue parisien et disons éditorial ou intellectuel, une carrière tout à fait remarquable, notamment parce qu'il a été donc le secrétaire de Jean-Paul Sartre, mais aussi qu'il a effectué une carrière de journaliste tout à fait, au plus haut sommet. On y reviendra vraisemblablement, mais le poids des mots, le choc des photos, si j'ose dire, c'est lui. Et en même temps, donc, Jean Caux fut, si j'en crois Pierre Bénichou, le journaliste Pierre Bénichou, décédé il y a quelques années, l'homme de lettres le plus haï de Paris. Alors comment, de chouchou de l'intelligentsia germanopratine parisienne, devient-on l'homme de lettres le plus haï de Paris? C'est ce mystère que l'on va essayer de comprendre. À l'occasion de la parution d'une biographie de Jean Caux par Ludovic Marino et Louis Michaud aux éditions Gallimard, et également, même si c'était il y a quelques années, à l'occasion de la réédition d'un ouvrage de Jean Caux aux éditions de la Nouvelle Librairie, Contre-attaque, suivi de Discours de la décadence, avec une préface de Pascal Esséric et une postface d'Alain de Benoît. Alors pour en parler, justement, Alain de Benoît, merci beaucoup de votre présence. Je ne vais pas vous présenter longuement, bien entendu, vous êtes très, très connu des téléspectateurs de TV Liberté, d'autant plus que vous avez fondé cette émission, Les idées à l'endroit. Vous êtes philosophe, historien des idées, vous avez publié de très nombreux ouvrages et articles. Je me contenterai de signaler le dernier livre que vous avez publié, consacré à Martin Buber, théoricien de la réciprocité, c'est aux éditions Via Romana. À côté de vous, Juan Asensio, critique littéraire. Vous avez créé le blog Stalker, dissection du cadavre de la littérature, il y a bien des années maintenant. Vous l'avez nourri, vous le nourrissez constamment de nouvelles études, de nouvelles analyses, de nouvelles admirations et de récurrentes exécrations, si j'ose dire. Je me renouvelle aussi dans les exécrations. Exactement. Vous avez publié plusieurs ouvrages, vos études et analyses ont été recueillies en plusieurs volumes, mais je me contenterai là encore de signaler Le temps des livres est passé aux éditions Ovadia, c'était en 2018, et je signale surtout la réédition tout à fait récente de votre ouvrage Maudit soit Andreas Werkmeister, toujours aux éditions Ovadia, qui est une méditation, entre autres bien sûr, mais une méditation sur le langage, sur la question de la langue, qui vous tient évidemment à cœur, et en relation d'ailleurs avec les problèmes liés au mal, au démoniaque. Avec nous également François Bousquet. François Bousquet, bien connu, vous aussi François, des téléspectateurs de TV Liberté. On vous retrouve très régulièrement, systématiquement d'ailleurs, dans l'émission Le Plus d'éléments. Vous êtes journaliste, vous êtes éditeur, vous êtes essayiste également. Là aussi, je vais me contenter de citer votre dernier ouvrage, donc qui est consacré précisément à Alain de Benoît. Alain de Benoît à l'endroit, excellent titre d'ailleurs, Alain de Benoît à l'endroit, un demi-siècle de Nouvelle Droite, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Sur le titre, quand on a un filon, on le tire. Donc, exactement, et on n'a pas fini de le faire, je crois. Avec nous également, Rodolphe Carte. Bonjour Rémi. Vous aussi bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, puisque vous intervenez tout à fait régulièrement dans l'émission Le Plus d'éléments. Vous êtes journaliste à Éléments, vous êtes essayiste. Vous avez publié en particulier un très bel essai consacré à Georges Sorel. Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, c'était à la Nouvelle Librairie en 2023. Vous avez publié également Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. On va parler d'un polémiste et d'un pamphlétaire. Il y a chez vous une veine assez voisine. Et puis, vous publiez ces jours-ci, lorsque cette émission sera diffusée, les deux ouvrages auront paru, je tiens à le signaler. Donc, de nouveaux livres. Faire Légion pour un réveil des autochtones, c'est aux éditions Héthérie.
et également la menace néoconservatrice, une France et une Europe sous influence. Ce sera aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, Alain de Benoît, j'ai évoqué d'une manière évidemment très rapide et très brève les origines de Jean Caux et ses origines modestes, paysannes, ce parcours parisien fulgurant à certains égards. Il se trouve que vous avez été très proche de Jean Caux. Vous l'avez très bien connu. Jean Caux a été membre du comité de patronage de la revue Nouvelle École que vous avez fondée. Donc il y avait entre vous bien des affinités. Je ne sais si c'est entre si tant est qu'on divise la période, la pensée de Jean Caux en deux étapes, hein, un Jean Caux Sartre progressiste et puis un Jean Caux dont on se demande si on peut le dire ou non de droite ou gaulliste. Enfin, on en parlera. En tout cas, il y avait entre vous une proximité très très vive. Comment avez-vous rencontré Jean Caux? Je précise d'ailleurs, vous avez postfacé cet ouvrage, donc Contre-attaque, mais vous avez également consacré un chapitre à Jean Caux dans votre livre Qu'appelle-t-on penser? Ce que penser veut dire, pardon. J'étais encore dans l'émission sur Heidegger. Ce que penser veut dire aux éditions du Rocher. Alors, votre rencontre avec Jean Caux, Alain de Benoît? C'est assez simple, mais c'est un souvenir un peu préhistorique pour moi. Ça nous renvoie au tout début des années 1960, à une époque où Jean Caux, dans les milieux de droite, était considéré comme un gauchiste avant la lettre, secrétaire de Sartre, bon, donc. Et puis, il se trouve qu'en 1961, je crois, Jean Caux avait publié un livre qui s'appelait « Le meurtre d'un enfant », qui était un livre que j'avais beaucoup aimé, et qui m'avait un peu intrigué aussi, parce que j'y discernais des sentiments, des valorisations, des fascinations parfois, qui ne me paraissaient pas coller énormément avec l'image purement sartrienne de Jean Caux. Il écrivait à l'époque, notamment dans l'Express, et en 1962, je crois, il avait publié des articles qui avaient fait un certain bruit à gauche, justement, parce que on les trouvait un peu audacieux, un peu séduits par son objet d'étude, comme on dira par la suite, sur les parachutistes, sur l'OAS, sur les jeunes types qui préparaient leur service militaire, enfin, bon, oui, la préparation militaire. Et, je sais pas, ça avait attiré mon attention. J'avais l'impression que ce Jean Caux de gauche, ou d'extrême gauche, qui avait obtenu d'ailleurs le prix Goncourt, ça brûlait un peu dans le manche. Enfin, il commençait à sentir un petit peu le souffle, ce que personne autour de moi, apparemment, ne voyait. J'avais à ce moment-là, pas en 63, j'avais pas encore 20 ans, je démarré de façon un peu militante dans le journalisme, et comme à cet âge-là, on n'a peur de rien, j'avais écrit à Jean Caux pour lui dire, voilà, il y a une revue qui s'appelle Europe Action, qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, moi j'écris dedans, je vous ai lu, je serais content de vous interviewer. Et à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse très sympathique de Jean Caux qui me répond, pourquoi pas, écoutez, je vous donne rendez-vous au premier étage du Café de Flore, au lieu germano-pratin, et oui, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Et puis, venez me voir et puis on va papoter. Alors on a papoté. Et finalement, on s'est parfaitement entendu. J'étais enchanté. Lui, il était d'une indulgence et d'une gentilité rare, parce que il voyait bien que je n'avais pratiquement aucune expérience du métier de quoi que ce soit. Donc j'étais là comme le hibou fasciné par la lune. Et on a parlé simplement. Et c'est seulement en y repensant que j'ai mesuré que l'un des facteurs qui l'a amené à se détacher du milieu sartrien, c'était pas seulement son terrible conformisme à l'envers, alors que lui était un non-conformisme, c'était aussi qu'il y avait découvert quelque chose d'horrible, c'est le mépris de classe. Oui. Lui, il venait des petits milieux occitans. Voilà, c'est très important de des le signaler. Paysans. Voilà. Un jour, Jean Caux m'a dit, la fierté dans ma famille, c'est qu'on n'a jamais rien acheté et jamais rien vendu. Et là, il était arrivé tout pâteau, admirateur de Jean-Paul Sartre.
Et puis, il a progressivement déchanté en disant, moi j'ai fait partie de ces classes populaires qui croyaient que l'intelligentsia éclairée représentait l'avant-garde, hein, et qui en fait s'est aperçu que c'était exactement le contraire, ce qui s'est passé par la suite dans toute la société. Je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'au fond, toutes ces dernières années, qu'est-ce qu'on a vu, hein? Les couches populaires se détournaient de gens de gauche qui n'étaient plus dans la défense des travailleurs. Je ferme tout de suite la parenthèse. Je passe très vite, j'ai publié mon interview, on s'est revu quelque temps après, il est rentré, il a suivi son itinéraire, il s'est confirmé qu'il n'était vraiment pas très sartrien, bien que, il faut le dire, il a toujours gardé, très honnêtement et très fidèlement, une certaine affection pour Sartre, dont il disait très souvent, c'était pas courant dans son milieu, mais on ne sait pas, c'est que Jean-Paul Sartre avait un sens extraordinaire de l'humour, et qu'il y avait des côtés, au fond, très attachants chez lui. Donc il a pris sa distance, mais il n'a pas claqué la porte comme un renégat. Et puis il est devenu donc cet écrivain, ce polémiste, ce dramaturge, ce cinéaste, ce scénariste dont on a vu la carrière fleurir, se diriger dans toutes les directions jusqu'à sa mort. Et maintenant, je vais vous laisser en parler. Je dirais simplement, pour conclure sur ce point, je vous en prie, que je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un comme Janco, qui était si célèbre, si admiré dans les milieux de droite, jusqu'à sa mort, après sa mort, a été oublié. Il y a fort heureusement des exceptions, mais a été oublié aussi vite. Il y a d'autres exemples. Louis Powell, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Mais dans le cas de Janco, c'est vraiment frappant. Alors, évidemment, les carrières n'ont qu'un temps, il y a des gens qu'on oublie plus vite que d'autres, mais dans le cas de Janco, c'est pour moi tout à fait incompréhensible. Donc, qui a un livre sur lui paru récemment sur Janco, dont je déplore que les auteurs n'aient pas cru bon de venir à cette émission. Hélas, oui. Ça aurait bien fait rire Janco, d'ailleurs. Et d'autre part, qu'on commence ou recommence à rééditer Janco me paraît d'excellent augure. Voilà. François Bousquet, on a vu, et les remarques d'Alain de Benoît sont très importantes pour comprendre les prémices de cette évolution de Janco. Néanmoins, donc on l'a dit, milieu populaire, milieu paysan, milieu occitan. Est-ce, d'après vous, la principale explication permettant de comprendre l'engagement ou la séduction de la gauche et à gauche de Janco, donc sa proximité avec Jean-Paul Sartre? Je veux dire par là, est-ce que l'on peut interpréter l'enfance qu'il a eue, et la question de l'enfance est d'ailleurs très importante dans son œuvre, hein, y compris dans les essais, est-ce qu'on peut l'interpréter comme ayant été déterminante dans le choix d'une orientation politique, d'après vous, d'une première orientation politique? Avant de vous répondre, simplement une petite précision sur le purgatoire de Janco. Il y a quand même un auteur, enfin c'est pas un auteur, un acteur qui a un comédien qui a beaucoup fait pour restaurer et réaffirmer la mémoire de Janco, c'est Lucchini. Les textes, il a un spectacle de Lucchini sur l'argent avec des extraits de Zola, etc. et un extrait également de Janco. Donc Lucchini a remis quand même sur le devant de la scène le nom, l'œuvre et la personnalité de Janco. Moi je regrette que ce soit pas de Benoît qui fasse l'introduction de la biographie qui vient de lui être consacrée, qui est superbe, hein, vraiment Gallimard, qui est pour le coup vraiment une grande réussite, hein, qui est préfacée par François Gisbert. Il y a deux Gisbert, il y a le docteur Gisbert et Mister France-Olivier. Chez Gisbert, il y a un auteur de fait, mais il est quand même aux antipodes de l'œuvre de Janco. C'est à de Benoît de le préfacer ou de le postfacer, peu importe. Alors pour vous répondre, alors pour avoir lu la biographie, avoir lu la biographie en juin ou en mai quand elle a paru, donc ça nous ramène quelques mois en arrière, hein, il semblerait quand même que ce soit un peu la loterie pour Janco, le choix politique. Hein. Je crois pas qu'il ait vraiment une tête politique. Il se définissait dans la deuxième partie de sa vie, quand il y avait, comme le disait le président Mao, une dérive droitière, parce qu'il y a une dérive droitière chez lui. Il est passé de la rive gauche à la rive droite, hein, en tout cas sur le plan des idées. En réalité, quand il est à Paris, il prépare Cagne, Hippocagne à Louis le Grand, parce qu'il aspire à se présenter à l'école normale supérieure. Il se présentera pas au concours, hein, parce que disait-il, lui ou Lanzmann, un des deux, parce que c'était son comparse en Cagne et en Hippocagne. Voilà, il veut
il a pas envie d'être prof parce qu'il n'est pas fils de prof et il veut pas être géniteur de prof. Hein. Donc il préfère être romancier. Et le choix qu'il fait, c'est un choix de carrière. Hein. C'est qu'il va être reconnu pour être reconnu et il inonde la place parisienne, les grands auteurs, les académiciens de courrier pour leur dire cherchez-vous un secrétaire. Voilà. Et le seul qui a répondu, c'est Jean-Paul Sartre. Hein. Donc c'est dire à quel point il n'avait pas de tête politique. Hein. Il avait une tête esthétique. Hein. Comme le disait Alain de Benoît dans les gens en tête, les croquis de mémoire, pour moi le chef-d'œuvre de Jean Co, parce que tout son génie s'y exprime à la perfection. Ce sont des séries de portraits de Gaulle, hein. Lacan, on va se fâcher sur Lacan, mais il y a une démolition de Lacan. Je sais qu'il y a des lacaniens autour de ce plateau. Une démolition de Lacan absolument bourrienne. Hein. Et il y a un portrait de Sartre magnifique, qu'il a écrit bien après la séparation avec Jean-Paul Sartre. Hein. Il s'est souvent moqué, brocardé également de Benoît, parlait de l'humour de Sartre, hein, mais c'était également un panier percé qui se faisait dépouiller par Jean Genet. Il a des pages superbes là-dessus. Grande amitié avec Jean Genet également. Grande amitié avec Jean Co. Voyou. Alors là, c'est ce que n'était pas Jean Co, assurément. Mais sur Sartre, oui, il y a un attachement à la personne de Sartre. Hein. Mais rien chez Jean Co relève de l'existentialisme. Hein. Je n'imagine pas Jean Co, peut-être que Alain me contredira, mais je crois pas, s'aventurer dans l'œuvre d'Heidegger. Hein. Oui. Ce n'est pas un intellectuel. Ça n'est pas un intellectuel, hein. C'est un homme d'instinct. Ce n'est pas un homme de l'abstraction, ce n'est pas un homme de la théorie. Ses choix sont commandés par... c'est des choix d'épiderme. Hein. J'aime pas. Donc toujours des avis tranchés, le polémiste. Hein. Donc c'est comme ça, la généalogie du polémiste, c'est ça. C'est oui, non, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est comme ça que raisonnait Jean Co. Des emballements, de l'amitié, des coups de cœur pour Alain Delon, pour Bardot, pour 10 autres, pour tous les sportifs, hein, pour Fausto Coppi, pour les boxeurs. Hein. C'est ça qui commandait ses choix. C'était des choix d'abord esthétiques. Hein, et il ne pouvait pas être sartrien, en tout cas le deuxième Sartre, celui d'après-guerre. Que serait devenu Sartre si les Allemands avaient gagné la guerre? Hein? Je ne sais pas, peut-être que Sartre aurait été un dramaturge de droite, hein, ou d'extrême droite. Hein. Le premier Sartre, celui d'un osé, fasciné Gris-Paris, il y a quelque chose de Gris-Parien, hein, donc de Célinien, pardon. Mais en tout cas, le deuxième Sartre, le philosophe, ça non, c'est pas son univers mental, hein, il a pas de tête métaphysique, il a pas de tête philosophique. Hein, c'est un journaliste qui fait de la littérature, un écrivain qui fait du journalisme. Hein, il a un génie stylistique, hein, je crois que tout le monde sur cette table en conviendra. Moi, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il va perdurer. Et après, moi, ça part dans tous les sens, Jean Co. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il y a une difficulté à exister de manière posthume. Hein. Il y a des sujets qui ont vieilli, par définition, c'est le drame du journaliste. Hein. Il y a des sujets inactuels. Hein. Et il arrivait à mettre de l'inactuel dans ses papiers, Co. Donc ça peut lui permettre peut-être... mais c'est décousu, j'adore ça. Hein. C'est décousu, c'est débraillé. Il y a un grand débraillé dans l'œuvre. Il n'y a pas un livre chez Jean Co, en tout cas les essais, hein, mais de mémoire, parce que ce sont de vieilles lectures pour moi, où il n'ouvre pas une porte... Hein, et tout d'un coup une parenthèse, hein, et une parenthèse dans la parenthèse. Hein. Il passe son temps à interpeller le lecteur, il y a énormément d'interjections. Et pour moi, c'est un grand correspondancier, ce qu'est le journaliste, hein, surtout à Paris Match, ce qu'il était, le grand reporter à Paris Match. Qu'est-ce que c'est un grand reporter à Paris Match? D'ailleurs, une parenthèse, l'article qu'il a consacré à Alain Delon a été réédité tout récemment à l'occasion. Alors, j'en ai lu des extraits, mais c'est magnifique. On retrouve la qualité de portrait, de Jean Co dans le portrait de Delon. Moi, j'ai vu qu'un extrait, mais il a des antennes. Hein. C'est un vrai journaliste a des antennes. Hein. Simplement après, et moi, il me fait penser qu'est-ce que c'est qu'un grand journaliste pour moi, en tout cas à Paris Match. Hein, il faut que Morissette, qui vit à Saint-Flour, c'est la cousine, c'est le cousin, c'est le parent pauvre de province, comme disait Balzac, hein, et que le garçon qui a réussi à l'école, grâce à l'école républicaine, ce qui est son cas, qui est monté à Paris, il écrit à la cousine de province pour lui parler d'Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo, de Brigitte Bardot. Après, non, juste avant, François Bousquet dit, ça partait un peu dans tous les sens, c'est vrai. Il y a quand même des constantes. Et François l'a dit également, c'était un homme chez qui tout était guidé par la vision esthétique et éthique. Mais attention, il ne déduisait pas son esthétique de son éthique, mais son éthique de son esthétique. C'est en cela peut-être qu'il était typiquement un homme de droite. Tout à l'heure, Rémi, vous m'avez posé la question, il était comment, Jean? Il était comme dans ses livres. Hein. C'était un individu, un bipède nerveux, sec, cadré comme un jeune taureau, grattait le sol avant d'écrire son article, il donnait des coups de corne, il était fasciné
par l'Espagne, évidemment, On en par parlera. l'Occitanie, Et la corrida. par l'Italie, par la corrida, par l'Allemagne aussi. Il avait chez lui une collection de statues, de statuettes, etc. C'était un amateur d'art aussi, on l'oublie souvent. Tout à fait. Tout ça a été vendu par la suite. Il consacrait tout son argent à ça. Puis il avait des relations masculines fortes, comme avec Alain Delon. Et je le souligne, puisqu'Alain Delon vient de disparaître. Lorsque Janco, très peu de temps avant sa mort, il avait eu cet épisode assez drôle où quelques amis l'avaient convaincu de se présenter à l'Académie française. Il était allé là-bas un peu comme un taureau, là, en grattant le sol, en disant bon. Et puis, évidemment, il n'a pas été élu, mais il en a tiré une espèce de récit pamphlétaire extrêmement drôle. Ça s'appelle Le Candidat. Et un jour, il vient me voir, il me dit hey, j'ai écrit un petit livre, là. Je raconte ma candidature, ça s'appelle Le Candidat, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le publier, vous publiez, sinon, bon, peu importe. Je l'ai publié après sa mort, grâce à notre ami Slobodan Despot, qui l'a publié dans la petite maison qu'il avait créée, Xenia, en Suisse. Et Alain Delon avait accepté de faire une préface. Bon, ça, c'est des choses qu'on n'a pas rappelées à la mort de Delon. Voilà, il était comme ça. Il aimait qu'on lui racontait des choses qui se passaient. Il avait une grande capacité de simuler des surprises. Il hochait la tête en disant, quand on lui racontait un truc extravagant, bigre, bigre. Il était très drôle dans son petit appartement de la rue de Seine. Est-il formidable. Une fantaisie, et puis les constantes. Il y a aussi comme constante son origine de classe, ça posait beaucoup, qui s'est confondu avec son enfance. Et le thème de l'enfance était aussi un thème dominant chez lui. Et récurrent, bien son sûr. recueil, Non, il y en a bien d'autres. Mais dans ses recueils de nouvelles, celui qui s'appelle Les culottes courtes, qui est formidable, dans lequel il défend la thèse que les petits garçons, les petites filles, quand ils ont 10 ans, on voit déjà quel sera le brave type, le crétin, le salaud, le machiavélien, le généreux, etc. Et tout ça était nourri d'expériences. C'était la guerre des boutons, mais avec une portée sociologique bien différente. Formidable, formidable. Et une portée, Roland Asensio, esthétique, stylistique. Ce qui frappe lorsqu'on lit Janco, aussi bien le nouvelliste que le mémorialiste ou l'essayiste, c'est précisément ce style de feu. Comment peut-on le définir? Comment peut-on le qualifier? Y êtes-vous personnellement sensible? Si oui, en quoi? Est-ce que c'est simplement l'aspect bretteur, en quelque sorte? Ou bien est-ce qu'il y a une véritable esthétique de Janco, un usage de la langue qui est unique et qui fait de lui, évidemment, un écrivain singulier? C'est une question assez complexe. Il y a plusieurs questions en une seule. On parlait du fait que Janco, effectivement, donnait des coups de corne à droite et à gauche, surtout à gauche. Mais effectivement, il y a une constante. Et il me semble que la constante première chez lui, c'est le souci du langage. Oui. Là, j'étais en train de relire pour préparer un peu cette émission pas mal de textes de Janco, que ce soit des romans d'ailleurs, ou ce que l'on appelle communément des pamphlets. Et même dans des tout petits pamphlets qu'il écrivait, qui se lisent en 1h40 ou 1h50, il y a un souci du style qui est extraordinaire. Je relisais récemment une Rose à la mer, où il imagine justement la destinée qui attend la France une fois que la mythe, comme il l'appelle. Oui, François Mitterrand. Voilà, Pierre Boutan avait Giscard d'Estaing qui était son foutriquet, et bien Janco avait sa mythe qui était Mitterrand. Donc il imagine la mythe avec tous ses ministres conduisant le Rafio France. Alors au départ c'est un superbe paquebot et qui au fil des pages devient un monstrueux une espèce de radeau totalement explosé, déconstruit, c'est un mot à la mode. Le radeau des méduses. Oui, c'est le radeau des méduses et tout un tas d'autres bestioles, rats, etc. Bon, bref. Et il prend une métaphore et il la file jusqu'à la fin. Et il fait cela systématiquement, quel que soit le livre. À partir du moment où il tient une image, il la déploie. Et là, on tient, à mon avis, un écrivain qui est plus peut-être un écrivain qu'un pamphlétaire. Léon Bloy, le gros Léon, l'autre gros Léon, Léon Daudet, sont des pamphlétaires nés.
mais il n'y a pas une telle recherche de style. Il y a parfois, bien sûr, il y a évidemment des fulgurances, que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce sont deux maîtres du langage qui s'inscrivent qui s'inscrivent l'un dans le sillage de l'autre et plus haut encore en montant à Rabelais. Mais il n'y a pas ce souci constant comme une espèce d'élève génial d'Hippocampion où on lui dit tiens, voilà, tu repères quelle est l'image et tu vas la filer. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, la filer? Tu vas la filer, tu vas la dénouer, et tu vas en faire tout un tas de polyptotes, etc., etc. Et il y a ça chez Janco. Alors, s'il fallait le définir, c'est à mon avis un écrivain né. C'est un esthète de la langue né. D'accord. Esthète de tout un tas d'autres choses. On a parlé un tout petit peu de la corrida, mais c'est avant tout son souci, c'est celui de la langue. Et il me semble qu'il peut s'inscrire dans les traces d'un Rimbaud d'Orange qui disait, je cite de mémoire, donc bon, j'entrelace pensif et pensant des mots précieux, obscurs et colorés, je cherche avec soin comment je puis, en les grattant, en ôter la rouille, afin de rendre clair mon cœur obscur. Et c'est ce qu'essaie de faire de livre en livre Janco. Il essaie de rendre clair son cœur obscur. Il le montre très très bien d'ailleurs. On l'a cité également dans les Croquis de mémoire où il dit moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va se confesser dans les journaux, qui va tenir son journal quotidien comme tant d'autres. Au contraire, je pense que si une vérité doit passer, elle sera probablement dans la phrase que j'aurais laissé filer, c'est le cas de le dire, que j'aurais laissé filer, mais dans un autre sens, c'est-à-dire que j'aurais laissé échapper, et on y trouvera peut-être pas ma vérité, mais un reflet de ma vérité. C'était quelqu'un qui polissait le langage, qui en ôtait la rouille, comme disait son maître. Alors, je ne sais pas s'il s'inscrit dans sa tradition, en tout cas, ou s'il le connaissait, peu importe. En tout cas, il s'inscrit dans ce sillon et dans ce sillage qui, à mon avis, est très très profond d'un souci de la langue. Et c'est cela surtout qui m'a vraiment frappé en relisant un certain nombre de ses textes. On pourrait presque y voir un poète de la langue, enfin vraiment un créateur, quelqu'un qui est attentif à sculpter le langage. Je veux dire, son esthétisme, entre guillemets, irait jusque-là. On peut le dire. Je crois que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Juan. C'était un pamphlétaire, mais il ne faut pas le réduire. Oui. C'est un aspect seulement de son travail. Il y a un véritable travail d'amoureux et de travailleur de la langue. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Et on le voit dans des livres, non seulement les croquis de mémoire qui sont superbes, les recueils de nouvelles, mais un livre formidable d'évocation sensuelle et sensitive comme Sévillane. Sévillane, si vous allez pour la première fois en Espagne, vous partez avec Sévillane de Janco. Et ce qu'il a écrit sur la corrida et toutes ces choses-là, c'est extraordinaire. C'est un grand linguiste, c'est un grand maître de la langue. Grand maître de la langue. Il s'amuse par exemple aussi, je continue un tout petit peu, avec La Barbe et la Rose, où il reparle de nouveau de manière très très drôle et terriblement méchante du socialisme et du fait que la France va être absolument recouverte de ce qu'il appelle des barbus, mais pas comme nous les connaissons hélas désormais à notre époque. Ce sont des barbus à barbe très très taillée, qui sont tous socialistes et qui deviennent tous profs ou députés. Voilà. Et donc il file la métaphore, il prend la barbe, et alors là pour le coup il en dénoue chaque poil et il en fait toute une épopée de la barbe et pareillement de la rose, en disant bon, la rose est d'abord latine et d'abord étymologique, rosa rosae, bon. Que vont faire les socialistes de la rose? La rose ne pourra plus être la rose des joues d'un enfant, la rose de la couleur de la fleur, etc., etc. Pourquoi? Si c'est celle... La rose sans pourquoi, ou si elle devient celle du socialisme. Et il prend de la même manière cette image et il en découd toutes les conséquences lexicales et imagières. C'est superbe, en fait. Rodolphe Carte, vous êtes le Benjamin du groupe. Vous êtes un grand lecteur de Janco. C'est quelqu'un pour lequel vous avez énormément d'admiration. Est-ce que vous pourriez nous dire en particulier ce qui, compte tenu de votre âge bien évidemment, mais de vos préoccupations, de votre propre façon de voir l'évolution de la France, de l'Europe, du monde, qu'est-ce qui vous retient chez Janco? Êtes-vous aussi sensible que Juan Asensio ou Alain de Benoît ou François Bousquet à cet aspect esthète et à cette esthétisation peut-être de la politique? Encore, est-ce trop dire? Je ne sais pas, on verra. Êtes-vous sensible à
tout ce qu'il y avait chez Janco, on n'en a pas encore parlé, mais c'est peut-être le moment de le faire, et on y reviendra, de prophétique. Hein. C'est quelqu'un qui a les fulgurances de Janco vont très très loin, y compris dans la perspective géopolitique. Enfin, il a annoncé un certain nombre de choses. Donc vous, comme jeune essayiste, que retenez-vous de Janco et que conseilleriez-vous éventuellement à des gens des jeunes gens de votre génération de lire? Tout d'abord, j'ai été sensible à son aura parce que moi qui gravite un peu au sein de la galaxie Nouvelle Droite, c'est vrai qu'il y a une aura Janco. Alain en parlait déjà dans Vue de droite. Et récemment, on avait fait une émission où on revenait sur un numéro d'éléments en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, qui s'intitulait « Pourquoi la France ?» Et « Pourquoi la France ?» Notre ami Patrick Luzinski lisait justement la 4e de couverture du livre « Pourquoi la France ?» de Janco, que je connaissais absolument pas. Et là, pour le coup, ça a été un coup de fusil, un coup de cœur, parce que je suis vraiment... et je me suis dit, il me faut ce livre, il faut que je lise. J'avais dit, Patrick, prête-le-moi. Alors, il avait pas pu sur le coup, alors je me suis démené pour l'avoir. Et justement, j'ai réussi à l'avoir. Et quand je suis tombé sur ce livre, pour moi, c'est vraiment le livre d'une pitié, que ce soit sur l'islam. Pourtant, c'est un livre écrit en 1975. Hein. Donc, je veux dire, en effet. À l'époque, déjà... Très tôt par rapport à notre temps. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà un peu des prophètes, comme Jacques Ellul, qui avait prophétisé sur la fin de l'Occident, sur ce genre de choses, sur le déclin technologique, enfin, sur plein de choses comme ça. Et c'est vrai que là, Janco, que ce soit sur l'islam, sur l'américanisation, donc bien avant Régis Debray avec son fameux Galoricain, lui parlait du français américain. Absolument. Que ce soit sur aussi, c'est assez drôle, sur la pornographie. À l'époque, il avait une dent contre les Danois, par exemple. Il y a un passage télé qu'on peut retrouver sur YouTube où il s'en prend de manière très, vigoureuse contre les Danois, mais bon, c'est absolument jouissif. Et ce livre, il est vraiment parsemé comme ça d'intuitions qui sont confirmées. Sur le communisme, il est aussi d'une violence rare parce qu'il dit bien évidemment on peut retrouver des nationales communistes, donc des communistes qui ont la fibre nationale, mais par contre à condition qu'il y ait la main de Moscou derrière. Donc il a jamais été vraiment dupe. Et moi ce qui m'a vraiment intéressé chez lui, c'est que on perçoit absolument pas l'entreléchage, pour prendre un mot bloyen qui plaira à Juan, mais c'est vrai que il est compromis nulle part avec personne, il met jamais le genou par terre, ou s'il le met, c'est devant justement la beauté. Et moi-même qui ai découvert par exemple la corrida tout récemment, j'y suis libre bien évidemment en allant avec le livre de Janco. Et ça a été une chose merveilleuse, parce que j'avais mes copains, j'avais l'ambiance comme ça de la corrida, mais j'avais aussi derrière les arrière-pensées et les émotions qu'avait pu instiguer un peu en moi déjà Janco. Et ça a été une révélation, et j'ai vraiment perçu ça, et son écrit, je le conseille, parce que c'est un carnet politique, de voyage, poétique, et ça on le retrouve dans tous ses écrits. Et aujourd'hui avec Juan, c'est ce qu'on essaye à faire à notre modeste niveau, notamment sur les réseaux sociaux, c'est de relancer une petite, excusez-moi pour l'anglicisme, une petite hype autour de Janco, parce qu'à mon avis c'est vraiment un auteur que la génération a tout intérêt à s'approprier, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, ça se lit très bien. Donc oui, Janco peut tout à fait redevenir un auteur, à mon avis, de premier ordre pour ma génération. Des droits identitaires. Sur la corrida, évidemment, il partageait tout à fait l'opinion de Monterland. Il est intéressant d'ailleurs de lire Monterland et Janco sur la corrida en parallèle pour voir que c'est le même admiration, c'est pas tout à fait le même style descriptif, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que je voulais dire à propos de Janco, il y a également, enfin, je ne sais pas, François, vous vouliez rajouter quelque chose de précis? Non, mais c'est pour dire sûrement la richesse de Janco, l'œuvre. Oui. On a parlé du polémiste, de l'auteur de nouvelles, du romancier. Moi, j'ai évoqué les croquis de mémoire. Moi, j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a... Ce serait plutôt moi dans cette filiation-là que je l'inscrirais que dans celle des polémistes. C'est celle de Saint-Simon, de Proust. C'est celle donc le mémorialiste, l'homme de la mémoire, l'immense portraitiste. Oui, et le portraitiste. Parce qu'il est habité par la chair, parce que oui, il y a un fond cathare chez lui, il y a un fond, on va en parler, languedocien, mais c'est un libertin, c'est un homme de plaisir, c'est un homme de jouissance. Et la langue ne fait que traduire ce plaisir-là, ce plaisir à croquer les gens. À la différence des grands polémistes que nous évoquions, Blois, Daudet et d'autres. C'est aussi il est amoureux de ses personnages. Alors on retrouve ça chez Daudet. Chez Daudet, on retrouve également les personnages qui sont des grands personnages dans Fantômes et Vivants, etc.
quand il fait la scène, les mémoires de la Troisième République, hein, il y a des gens qui l'aiment et qu'il arrive à célébrer. Mais chez Janco, c'est pas les idées qu'il admire, ce sont les personnalités. Donc il dépasse tout le temps il est toujours au-dessus, juché au-dessus du polémiste, hein, précisément parce qu'il est porté par ses admirations. C'est un homme de plaisir, ce n'est pas un homme de vulgarité. Ce qu'il faut préciser aujourd'hui, parce que pour lui, c'est évident que le plaisir et la vulgarité sont totalement antagonistes. Hein, mais ça a été chez lui, évidemment le paradoxe, un peu confondu. Mais Alain, le paradoxe chez lui, c'est qu'il y a le Qatar. Hein, donc on peut imaginer que le Qatar, c'est un homme qui a du mal à jouir. Hein, c'est un homme qui a du mal avec le plaisir. Hein, et le Qatar cohabite avec un épicurien peut-être. Un épicurien avec un libertin, avec un homme qui aime la tauromachie, qui aime les femmes, qui aime les hommes, qui aime. Et il y a comme tous les grands instinctifs, il a eu effectivement de ces fulgurations. Quand on le relit, évidemment, on est tenté de chercher ce qui est actuel puisqu'il ne l'est plus. Mais dans ce qui semble ne plus l'être, on retombe sur des choses actuelles. Il y a une idée récurrente qui revient dans son œuvre, c'est que finalement toute cette bourgeoisie progressiste, c'est l'ennemi numéro 1. Parce que ce sont eux qui ont trahi le peuple de France. Et qui le haïssent. Les ouvriers, les paysans ont été trahis par cette bourgeoisie. Et lorsqu'il fait son livre à propos de la gravure célébrissime de Durer, Le Chevalier, la mort et le diable, il montre dans les musées la bourgeoisie qui passe devant cette représentation qui ne remue rien chez eux. Et puis arrive un jeune capitaine, un peu sec, un type de l'armée soviétique, qui s'arrête là. Il devient blême. Et qui prend conscience de sa mission en voyant ce tableau. Terrible, un passage extraordinaire, hein, et qui annonce pas mal de choses. Et sur ce, mais je suis de... Oui, il a un problème avec nous avons un problème avec la bourgeoisie, surtout la bourgeoisie progressiste, parce que c'est celle à laquelle il est confronté, dont il est la caution plébéienne, hein, parce que c'est le seul pauvre, en réalité. Je crois qu'il est fils de journalier. Comme Michel Onfray, c'est un journalier, donc son père est un journalier, donc il est payé à la journée ou à la semaine, pour des travaux qui sont souvent ingrats et difficiles, hein. Et donc oui, on a besoin d'avoir la figure du plébéien, de l'ouvrier. Ils l'ont. Moi, j'ai en tête ce poème, et peut-être que Rouen aussi, dans les poèmes en prose de Baudelaire, il y a un poème génialissime, c'est le Joujou du pauvre. Hein. Le Joujou du pauvre, voilà, c'est vite fait, c'est qu'il y a deux enfants qui se rencontrent, un fils de riche qui est dans sa propriété, avec le château de ses parents, une magnifique grille, un portail somptueux, qui a un superbe jouet très sophistiqué. Et s'approche un enfant de pauvre, qui joue également. Et les deux sont fascinés, puis à un moment donné, l'enfant riche est fasciné par l'enfant pauvre, hein, parce que l'enfant pauvre, son jouet, c'est un rat vivant. Il joue avec un rat vivant. Et il a été le rat vivant Janco a été le rat vivant de ce gauchisme germano-pratin, dont il ne pouvait que s'éloigner, quoi. Mais est-ce que ça fait pour autant un homme de droite? Par les choix esthétiques, oui. Un art de droite, peut-être, hein. Je lisais dans la biographie, là, de Michaud et de l'autre, hein, qu'il se définissait comme un gauchiste, fasciste, hein, avec un accent circonflexe sur le mot fasciste, pour provoquer, quoi. Oui, les fâcheux. Mais il restait quand même, fondamentalement, et là je pense à La Fontaine, la fable Le loup et le chien. Janco, c'est pas un chien. C'est vraiment celui qui était flanqué. Voilà, hein, c'est ça. Et qui n'engraisse pas. Mais qui est libre. Qui est libre. Hein. Qui ne va pas à la soupe. Et qui, avec en même temps, il sait décrire ce sentiment. Il y a une pudeur incroyable chez lui. Quand il allait être emporté par le cancer de poumon qui l'a tué, il est parti. Il a prévenu personne, il est parti mourir dans son coin. Hein, puis on a appris, il est mort. Un homme fasciné par Dürer et Mishima également, hein, pour aller dans ce registre un peu de la gravité. Rodolphe Carte. Oui, et justement, ce que j'apprécie tout particulièrement chez lui, c'est que sur les sujets qu'il traite, notamment esthétiques, il n'est pas dupe. Par exemple, son livre sur la corrida, il explique tout à fait les manigances derrière, les carabistouilles, donc c'est une analyse aussi sociologique. C'est bien évidemment une glorification du geste face à la mort, l'homme, la bête, tout ça. Mais par contre, il met aussi le doigt sur
sur les arrangements derrière, sur les taureaux qui sont mal pesés, les cornes qui sont parfois... Donc là aussi, c'est quelque chose qui me plaît chez lui. Et aussi sur son honnêteté et sur le fait qu'il se soit toujours tenu droit, même s'il était quelque part transfuge de classe, bien évidemment, parce que par rapport à ses activités, à l'argent ou même à ses goûts, par exemple, pour l'art, ce qui est bien, c'est qu'aussi, par exemple, il surjouait pas le côté je suis sorti du ruisseau. Par exemple, il y a cette radioscopie avec Jacques Chancel, où justement, elle est assez intéressante parce que le climat est orageux. À l'époque, Janco avait attaqué Le Monde, qui était pareil une vache sacrée, et Chancel le pique justement en disant que c'est une cible facile, mais non, justement Janco n'en démord pas. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il dit moi quand je serre une main calleuse, je vais pas m'émouvoir ou feindre une émotion comme on l'a beaucoup notamment dans la bourgeoisie de gauche progressiste. Lui, il connaît ces gens, il sait leurs torts, il sait aussi leur beauté, mais il va pas s'émouvoir plus que de raison. Et à mon avis, cet aspect d'être dans la mesure, même dans le beau, à mon avis, ça en fait quelqu'un qui est à mon avis ici totalement européen, parce que c'est le sens de la mesure grecque qu'on retrouve dans le sud, parfois avec ses extravagances, ou même dans l'autre sens avec les cathares. Mais là, c'est quelqu'un, pour moi, là, qui m'a justement parlé, pour tous ces aspects. Alors, le soleil grec, oui, et le grand midi, parmi les aspects les plus inouïs et les plus précieux, me semble-t-il, de l'œuvre de Janco, qui sont là aussi des aspects très récurrents, il y a tout de même cette perception très rapide chez lui de la décadence, de la décadence de l'Occident. Il perçoit très vite, très tôt, et il l'exprime d'une manière vigoureuse, comme elle doit l'être d'ailleurs, il perçoit très tôt ces miasmes, ces germes de la décadence, il les pointe d'une manière très virulente, il voit très bien quel est le rôle des États-Unis dans ce processus, il voit très bien le rôle des contre-élites ou des pseudo-élites politiques, on parlait de la Barbe et la Rose, de cette bourgeoisie d'extrême centre, peu importe le centre droit, le centre gauche, mais qui est la même bourgeoisie inusable, la même plutocratie. Tout ça, lui, il le voit et il est, finalement, il sonne l'alerte. Enfin, il nous dit bien, vous, occidentaux ou européens, vous êtes en train de péricliter, vous êtes en train de vous défaire, de vous liquéfier en quelque sorte. Et là aussi, c'est un véritable professeur d'énergie. Il faut relire sa lettre aux têtes de chiens occidentaux, avec un titre d'inspiration maoïste. Il faut lire également son éloge de Che Guevara, qui a surpris aussi. Mais c'est tout à fait Guevara, Mishima, la corrida, tout ça c'est tout un. Et évidemment, on voit un peu l'ombre de Dominique Vénère sur toute cette palette. Bien souvent, y compris dans l'allure et la tenue. Je veux dire, ce qui fait que moi, Janco, personnellement, me manque, parce que c'était un ami merveilleux. Mais ça, c'est mon sentiment. Mais il nous manque. Il nous manque parce que il n'a pas connu tout un tas de choses qui se sont passées. Il a vu un certain nombre de folies là qui s'esquissaient. Mais les grands délires, les grands délires narratifs venus avec la théorie du genre, avec le wokisme, etc., avec le néo-féminisme absolument abracadabrant, l'actualité de tous les jours. On peut imaginer l'immense rire carnassier que Janco aurait eu et les livres qu'il aurait écrits pour décrire tout cela. Mais il l'a pressenti, il l'a vu venir tout cela. Il a vu venir cet avachissement, cet Occident de plus en plus médiocre, sans défense. Il l'a vu d'autant plus que intérieurement, c'était un grand solitaire. Il avait une tenue, une certaine ascèse, son côté cathare, comme dit François. Mais en même temps, du fait qu'il venait de la gauche, il avait quand même gardé un certain nombre de relations, ce qui fait que pendant toute sa vie, puis alors, quand il était journaliste vedette de Paris Match, ça a encore accentué les choses, il connaissait plein de dramaturges, de cinéastes, il a écrit des scénarios, il voyait une partie du tout Paris. Il le côtoyait, ça ne lui déplaisait pas de le côtoyer, mais en même temps, il en voyait combien le parfum masquait mal l'odeur de la décadence et de la mort. Oui, c'était faisandé.
François Bousquet. Le simple fait que c'était Roger Théron, le patron de Paris Match, si je me trompe pas. Le simple fait que Roger Théron, c'est là aussi on voit la décadence de la presse. C'est que c'était la première plume, pour parler comme Balzac de Paris Match, c'était Jean Caux. C'était il y a 50 ans de ça. C'est impensable. L'équivalent est impensable. En tout cas, aujourd'hui, c'est impensable. La preuve en est, je le redis, c'est que la préface de cette biographie superbe, c'est François Gisbert et pas Alain de Benoît. Donc c'est qu'il y a quand même une erreur de distribution et de casting. À la même époque, il y a sur les mêmes registres thématiques, mais avec un côté, il y a autre trait de la personnalité, je trouve, de Jean Caux, c'est un peu de corne d'Espagne, comme dans Nougaro pousse à Carcassonne, là où il est, quoi. C'est un fond quand même quichotesque. C'est ce qui le distingue d'un Pasolini. Mais Pasolini, à la même époque, aborde quasiment les mêmes thèmes que vous évoquez. Et dans le livre que nous avons réédité à la Nouvelle Librairie, avec la postface de Benoît et la Contre-attaque, il y a un éloge du lourd qui est surprenant de la part de... Éloge incongru du lourd. Voilà, qui est surprenant de la part de Jean Caux, parce que tout est léger chez lui, sec, comme le disait Alain de Benoît. Maigre, on disait faire maigre pour Carême. Il enlève en permanence le gras de sa phrase. Lui qui est sec, qui est léger, fait un éloge du lourd, très précisément. Mais pas du gras, mais du lourd, voilà. Parce que le lourd est paysan. C'est la matérialité du monde. Le gras, c'est ce qui pèse, le lourd, c'est ce qui dure. Voilà. Exactement. Et en paysan, avec un fond terrien, la matérialité du monde, dans une époque qui est de plus en plus, qui glisse, Il y avait une métaphysique de la glisse des Volats qui est magnifique, Exactement. C'est une époque téflon. C'est l'opposition que fait Volant entre le ski qui descend et l'alpiniste qui élève, grimpe. C'est complètement différent. C'est autre chose. Et on est surpris, de cet éloge de la lourdeur, mais c'est aussi ce qui dure. Comme disait Alain de Benoît, ça commence par un rasoir, le rasoir de son père qu'il avait pris avec lui dans les tranchées. Enfin, c'est ce poids du réel, cette charnelle. Alors que nous, on regrette. Alors, c'était pour démolir le rasoir Bic. Les plus jeunes auditeurs et téléspectateurs de Téléberté n'ont pas que le rasoir Bic. Moi, je regrette les rasoirs Bic parce que c'était du plastique épais, c'était du PVC. Le léger qu'il dénonce, c'est la légèreté du ballon qui s'envole ou de la fétu de paille. De la feuille qui suit la direction du vent. Justement, lui, s'il se flatte de ne pas suivre la direction du vent. Juan Asensio. Il y a peut-être un mystère. Moi, je connais pas suffisamment l'œuvre de Jean Caux, qui effectivement est pléthorique, parce que quand il a beaucoup écrit. Il a énormément écrit. Il y a une espèce de mystère chez Jean Caux qui tourne, comme vous l'avez dit, autour de ce qu'il a annoncé. Oui. C'est très frappant. Le prophète n'est pas tant celui qui annonce l'avenir que celui qui constate la déshérence du présent. C'est pour ça que les prophètes bibliques, les premiers, les pères, ont toujours été cordialement exécrés là où ils se trouvaient. Ils étaient chassés, ils étaient parfois lapidés, ils terminaient très très mal. Non pas parce qu'ils annonçaient la ruine de Babylone ou la décadence de ce qui ne s'appelait pas encore l'Occident, mais parce qu'ils disaient là et ici, ça ne va pas du tout. Et regardez, les loups sont déjà en train de s'approcher, là ça sent la lubricité, là ça sent la pourriture, etc. Et Jean Caux a cette capacité, d'ailleurs il le dit, je ne sais plus où, parce qu'il a tellement écrit, il consulte sa boule de cristal, ce n'est même pas une prophétie, je vous l'annonce, ça va se passer. Et il donne effectivement un détail géopolitique qui, 30 ou 40 ans plus tard, se vérifie. Exactement. C'est très très étonnant. Et cela se vérifie même très précisément pour la Russie. Donc il voit la Russie, c'est quand même inouï. Très tôt, alors que le mur de Berlin n'est pas tombé. Alors Jean Caux est mort, donc il est né en 1925, il est mort en 1993. Mais enfin, il voit simplement comme ça, par la vision littéraire, poétique, esthétique et par l'analyse évidemment, il se demande si dans quelques années la Russie, qui n'est plus la Russie marxiste, qui n'est plus la Russie stalinienne, qui n'est plus la Russie communiste, si elle ne va pas jouer un rôle très important dans le retour d'un certain nombre de valeurs traditionnelles. Il l'écrit noir sur blanc. Mais je pense, si je peux continuer, qu'il y a un lien intrinsèque qui me fascine et qui me paraît assez mystérieux, qui lie la décadence d'une nation à la décadence de sa langue. Et si Jean Caux a été si extraordinairement visionnaire sur tout un tas de choses qui sont notre quotidien, comme nous le disions, c'est qu'il a compris très vite que le germe de la décadence se trouvait dans le langage, dans la
corruption des mots quotidiens. Il est en cela très très proche d'un Karl Kraus qui analysait... De Joseph de Maistre. Et de Joseph de Maistre. Très bien vu tout cela également. Et d'autres qui analysaient la surrection du nazisme, non pas par la sortie d'une brutalité de nulle part, mais par le massacre quotidien des mots. Et quand Klemperer analyse la LTI, la langue du Troisième Reich, il montre que si l'on veut amadouer, et je reste très très poli et euphémistique, si l'on veut amadouer l'humain, il faut d'abord corseter le langage. Si l'on veut, avant de passer à un meurtre de masse, il faut passer à un meurtre de masse au sein même de l'étymon, en faisant mentir les mots, en les gauchissant, c'est le cas de le dire à tous les sens du terme. Et je crois qu'il y a cela chez Janco. Et en réaction, en saine réaction, c'est pour ça qu'à mon sens, il est réactionnaire. Au vrai sens Gomez Davila du terme, il vise les collines. Les collines éternelles. Les collines éternelles, tout à fait. En réaction, il remotive, comme disait Mallarmé, il remotive le langage. Il prend une rose, il en dit, non, la rose, il est hors de question qu'elle soit laissée aux socialistes. La barbe taillée, il est hors de question qu'elle soit laissée à cette espèce de centrisme mou qu'avait déjà déploré Abel Bonnard dans Les Modérés. Et il remotive le langage en faisant œuvre de création. Il résiste, il fait plus que résister, il réagit. Il n'est pas simplement un résistant ou un conservateur, c'est un vrai réactionnaire, en tout cas pour le langage. Ouais. Alain de Benoît. Il avait une grande admiration pour le général de Gaulle. Il lui est arrivé de se dire gaulliste, mais ce n'est pas gaulliste au sens politique. Et d'abord, de Gaulle, pour lui, c'était l'idéal de l'indépendance. Et d'abord, vis-à-vis de ceux qui nous occupent, c'est-à-dire des Américains. Mais il écrit aussi sur la langue du général. Et quand on le voit, on comprend bien que pour lui, quelqu'un qui n'aurait pas été capable d'écrire comme le général ne serait pas comporté comme le général. François Bousquet, puis Rodolphe Carte, un dernier mot. Un mot, c'est sur le gaullisme, quand même. Néanmoins, en effet, Alain a 1000 fois raison, parce que sur la question la question russe, il ne fait que paraphraser et répéter De Gaulle. Hein. De Gaulle a souvent dit à Pierre Fitt et dans les mémoires et dans des discours que la Russie allait renaître de l'Union soviétique. Hein. Donc il l'avait, il sur De Gaulle. Et je pense qu'un de ses plus grands portraits, c'est De Gaulle. Hein. De Gaulle en espèce de figure du Crétacé ou du Prétozoïque, que sais-je, hein, ou un grand saurien. Le portrait de De Gaulle est sidérant. Voilà. Rodolphe Carte. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Juan, un mot qu'il avait aussi ressorti des poubelles de l'histoire, c'était le mot nationalisme, qui est dans le mot « Pourquoi la France ?». C'est le mot honni après la Seconde Guerre mondiale. Et lui, justement, le reprend, le sort. Et justement, moi qui essaye aussi de le refaire dans ma génération, c'est un exemple pour moi, là aussi, encore. Donc je m'inscris dans ces pas là-dessus. Imaginez un article de Janco sur l'écriture inclusive. Je pense, pour le coup, qu'il se serait amusé, le fond et la forme, il se serait amusé lui-même à l'écrire en montrant de cette manière-là, pour justement illustrer les ravages. Oui, ça a été fait d'ailleurs par ceux qui ont réécrit les contes de Grimm, en particulier en langage politiquement correct. Bien, messieurs, Alain de Benoît, Juan Asensio, François Bousquet, Rodolphe Carte, merci beaucoup de votre participation. J'espère que nous vous aurons, et que mes invités vous auront donné l'envie, j'en suis persuadé, de relire Janco, sa vivacité, ses fulgurances, son prophétisme, son esthétisme, son sens de la beauté, la guerre du goût, après tout, qu'il a menée lui-même, et puis sa ferveur également nationale, patriotique et européenne, et sa façon redoutable de fustiger des ennemis qui, hélas, sont on ne peut plus actifs aujourd'hui. Merci à tous, messieurs, de votre participation, et à très bientôt donc pour une nouvelle émission des idées à l'endroit. Merci.